Eh bien, il est 11 heures, donc on va pouvoir démarrer et puis ça fera certainement venir aussi les autres inscrits à ce webinaire que je vais faire rentrer au fur et à mesure. Bonjour à tous. Donc, bienvenue pour ce webinaire ce matin dédié à l'alimentation du futur, donc de l'agriculture de demain aux nouveaux procédés de l'industrie agroalimentaire. Je me présente rapidement, je suis Benoît Clouet, directeur des actions régionales de la FIM, Fédération des industries mécaniques, et également en charge avec Raphaël Sanchez de l'animation du programme Prospective Industrie, déployé aujourd'hui dans 6 régions de France et destiné à capter les signaux faibles dans l'environnement des industries manufacturières et notamment mécaniques et métallurgiques. Et donc, dans le cadre de ce grand programme dédié on va dire à la détection de signaux faibles, à l'acculturation, à la prospective pour les industriels, nous animons aussi avec le CETIM des webinaires dédiés plutôt à l'opportunité marché, avec donc ce matin l'alimentation du futur. Je suis donc accompagné de Gaël Guégan qui va animer cette matinée. Bonjour Gaël. Bonjour à tous. Bonjour. Donc Gaël qui va donc animer ce webinaire durant une bonne demi-heure ou 40 minutes. Et puis, si vous le souhaitez, nous aurons donc à la fin de ce webinaire un temps d'échange. Donc on est sous un format Teams, donc c'est assez simple, hein. Il vous suffit juste d'activer votre micro et de poser votre question. Vous pouvez aussi bien sûr le faire directement dans la partie conversation, pendant que Gaël nous fera sa présentation. Raphaël et moi serons aussi à la manœuvre pour regarder un petit peu et lire un petit peu les questions que vous pourrez poser dans cet espace conversation. Voilà. Je vous souhaite à tous une bonne matinée. Ce webinaire est enregistré et sera disponible très rapidement sur nos réseaux. Donc, je vous invite à aller voir notamment notre page LinkedIn Prospective Industrie, ainsi que notre site internet qui permet de vous alimenter en informations toutes les semaines. Et donc, ce webinaire sera disponible dans les jours qui suivent. Voilà, Gaël, je te laisse à la manœuvre. Et puis, nous, on reste en back-office avec Raphaël pour observer les questions qui pourraient être posées. Voilà. Très bien. Bonjour à tous. Dernier point, excuse-moi Gaël, je te coupe une dernière fois. Merci pour la bonne organisation, de bien vouloir couper vos micros et de les réactiver quand ce sera le temps des questions. Mais d'ici là, merci de couper vos micros. Merci à tous et bonne matinée. À toi Gaël. Voilà, très bien. Écoutez, donc je vais vous présenter un panorama sur l'alimentation du futur, hein, de l'agriculture de demain aux nouveaux procédés de l'industrie agroalimentaire. Donc peut-être juste très rapidement un petit contexte. En fait, dans le contexte européen, on est dans le cadre de ce qu'on appelle la stratégie Farm to Fork. Hein, en français, on dirait de la fourche à la fourchette, si on veut. Hein. Donc, on est dans le cadre du pacte vert européen, hein, qui a été voté par le Parlement de Strasbourg et par le Conseil. Hein. Donc, l'idée, c'est de tendre vers un système alimentaire équitable, sain et respectueux de l'environnement. Et donc, ça vise à garantir l'accès à tous à une alimentation équilibrée et à minimiser l'impact de l'agriculture sur la biodiversité et les émissions de CO2. Donc, c'est un vaste programme. Et donc, il y a des choses assez précises d'ici 2030, de réduire de 50% le recours aux pesticides, de réduire de 20% l'usage d'engrais chimiques, de consacrer 25% de surface agricole au bio et de réduire de 50% les ventes d'antibiotiques pour les animaux d'élevage. Donc, vous voyez qu'il y a un vaste programme et la déclinaison un peu française, si on veut, dans ce contexte-là, c'est le plan France 2030 et la 3e révolution agricole. Et plus particulièrement donc le volet agroalimentaire doté d'une enveloppe de 2,3 milliards d'euros quand même, hein, c'est pas négligeable, dont 450 millions d'euros sur l'alimentation saine et durable. Voilà, donc voilà, vous avez un contexte très général. Donc l'idée, c'est de vous présenter un petit peu les évolutions en amont, hein, sur l'agriculture, de l'agriculture de précision à l'agriculture intelligente,
Par ailleurs, dans un deuxième temps, je voulais aussi vous présenter un certain nombre de tendances qui sont importantes en amont de l'industrie agroalimentaire et en lien avec l'agriculture du futur, qui sont un petit peu moins génériques, on va dire, et qui sont des tendances un peu plus ponctuelles. On ne sait pas trop si ça va sortir définitivement ou pas, mais disons que c'est voilà, des tendances assez fortes. Et au niveau de l'agroalimentaire, également les nouvelles tendances alimentaires et les nouveaux procédés, nous en évoquerons quelques-uns. Voilà, donc je démarre dès à présent sur l'agriculture de précision que nous connaissons déjà depuis un certain nombre d'années. On a des opérations agricoles toujours de plus en plus précises. On travaille avec des cartes de modulation, avec des cartes qui permettent de moduler les intrants dans les champs, avec des cartes de préconisation. L'objectif, c'est de limiter les recouvrements et le gaspillage de produits. Donc, on réussit grâce à tous ces outils voilà, à travailler de plus en plus précis. D'autre part, avec la digitalisation, on va mesurer aussi tout ce qui est état de santé des machines et on va automatiser un certain nombre de tâches relativement qui peuvent être considérées comme difficiles, voire remplacer un certain nombre de tâches pour lesquelles on ne trouve plus de main-d'œuvre. Donc là, c'est tous les engins équipés de commandes électroniques et d'outils qui permettent d'informer sur l'état de santé et les performances des machines. Ça va être tout ce qui va être autour de l'électronique démocratisée, les capteurs intelligents, les drones qui collectent des informations à la fois sur les parcelles, sur la météo, sur un certain nombre de paramètres qui concernent les animaux et le fonctionnement de l'exploitation agricole. Donc on a de plus en plus d'outils qui permettent de donner de l'information de plus en plus précise à l'exploitant agricole qui va en quelque sorte avoir des éléments qui vont mesurer. C'est-à-dire on va avoir tout un ensemble de capteurs pour le sol, pour mesurer la biomasse, pour mesurer tous les éléments du machinisme agricole en quelque sorte. C'est des éléments qui vont lui permettre de décider. Donc ces données sont transformées en cartes de préconisation et ensuite l'agriculteur, à partir de tous ces éléments, il va avoir une modulation des intrants dans sa parcelle grâce à des GPS de plus en plus précis qui fonctionnent avec des GPS RTK, donc qui travaillent quasiment au centimètre et qui vont permettre beaucoup de précision. Pour vous donner d'autres éléments, dans les éléments de précision, on a donc des solutions de guidage, donc des dispositifs de guidage actifs. Pour vous donner des idées, le groupe CNH, qui est un des grands groupes de machines agricoles, vient de racheter, il y a encore assez récemment, une société spécialisée sur ces domaines qui s'appelle Raven Industries. Pour tout ce qui est détection et automatisation des cultures, c'est pareil, le même groupe a repris une société qui s'appelle Augmenta qui associe pour tout ce qui est détection et automatisation des cultures. L'intelligence artificielle, la mécatronique, donc les capteurs et l'électronique très innovantes vont aussi permettre à ces machines agricoles de récupérer des informations à travers l'électronique innovante et la mécatronique, et à travers tout ce qui est analyse d'images et d'intelligence artificielle, utilisation de l'intelligence artificielle pour décrypter ces images et pour évaluer par exemple des éléments comme la croissance des plantes ou la détection des parasites. Kubota, par exemple, a investi dans une société qui s'appelle FarmX pour tout ce qui est service de gestion des cultures, d'automatisation de l'irrigation, de gestion des rendements. CNH, par ailleurs, a repris une société qui analyse les sols, qui s'appelle Earth Optics. Donc, vous voyez qu'il y a de plus en plus de paramètres qui sont mesurés et qui permettent d'avoir des éléments donc sur les cultures, sur les sols, sur le climat, voilà, et qui permettent d'avoir des éléments très précis. D'autres exemples là qui sont peut-être un petit peu moins mécaniques, mais qui permettent
d'avoir des informations en quasi temps réel sur la présence de ravageurs dans les champs. C'est quand même très très important. C'est pour ça que je me suis permis de le préciser. Une surveillance de tous les insectes, par exemple ici avec TrapView dans la vigne, mais aussi toute la maîtrise des risques agroclimatiques ou liés toujours à ces bioagresseurs. Voilà, il y a différentes sociétés qui ont pu être également reprises par ces grands groupes. Pour tout ce qui est des éléments de désherbage chimique, par exemple par pulvérisation, donc c'est pareil, il y a des sociétés qui ont été reprises pour leur spécialisation parce qu'elles arrivent à traiter de façon assez fine leur traitement. Après, on a des traitements, des alternatives utilisées avec des alternatives naturelles à des pesticides et à des fongicides à travers des startups qui travaillent sur ces alternatives. La capacité à utiliser, par exemple, des vers de terre pour synthétiser des principes actifs qui vont être utilisés comme intrants également pour valoriser les matières organiques et les sols. Le désherbage mécanique aussi, à travers des machines qui fonctionnent à base d'intelligence artificielle, qui vont éliminer les mauvaises herbes du sol ou qui vont aider, par exemple, des légumes racines à mieux pousser. On a déjà depuis 1 ou 2 ans des systèmes qui ont été mis aussi pour faire du désherbage électrique. Notamment à travers la partie la société Zasso qui a travaillé avec le groupe CNH et qui décline aussi des versions de traitement pour les grandes cultures avec son désherbeur électrique qui s'appelle X-Power Weed Control. Voilà, et ensuite on a vraiment on est en train justement, à travers les exemples que vous avez pu voir, on voit qu'on passe vraiment d'une agriculture de précision à une agriculture qui devient de plus en plus numérique, avec un triple enjeu qui est de réguler vraiment plus finement, on l'a vu, les opérations de production, pour économiser évidemment sur les intrants et maximiser aussi les revenus. Aider les agriculteurs à prendre des bonnes décisions parce qu'on a des outils logiciels qui vont permettre de traiter ces informations qui reviennent des capteurs, notamment de traiter les images qui peuvent leur revenir et de pouvoir prendre les décisions les plus appropriées. Donc, vous voyez bien les capteurs, la gestion des données et la valorisation de ces données. On a sinon une convergence vraiment très favorable, évidemment, pour les composants électriques, puisque l'architecture des engins agricoles est également en pleine évolution. On va avoir un certain nombre de composants électriques qui vont vraiment permettre, à travers les avancées du génie électrique et de l'électronique de puissance, à travers aussi les recherches et développements très importants sur les batteries, sur les moteurs électriques et les nouvelles architectures de moteurs, les montées en puissance de tous les systèmes mécatroniques qui sont soit sur les engins, soit un peu partout dans les champs, et qui devraient permettre aussi de concevoir toute une nouvelle génération de machines agricoles qui ne sont pas forcément tirées par des tracteurs, mais qui peuvent être directement opérationnelles sur ce qu'on appelle des plateformes qui vont pouvoir intégrer directement les outils. On va avoir l'utilisation de microprocesseurs de plus en plus puissants, d'onduleurs qui sont adaptés à toutes les variations de fréquence et de régulation de vitesse nécessaires pour ces moteurs électriques, et toujours des avancées dans l'hydraulique, puisque ça va permettre aussi des avancées en matière d'électro-hydraulique. Donc on voit qu'on a une convergence de facteurs d'influence qui permettent une meilleure efficacité des émissions beaucoup plus basses. Donc, une réduction des émissions de CO2, une montée en puissance de l'automatisation et des technologies connectées, qu'on l'a vu. Donc, tout ça pour réduire les NOx, améliorer l'efficacité des composants et tendre vers le zéro émission. Donc ça passe aussi par l'automatisation et la robotisation des machines agricoles, notamment tous les travaux réalisés
sur la vision artificielle, hein, qui est un préalable un petit peu à l'autonomie, puisque c'est l'application qui est la principale, qui est la plus utilisée pour notamment à base d'intelligence artificielle, hein. Et donc la recherche continue vraiment d'avancer sur ces créneaux et on a vraiment une montée en puissance aussi du traitement de la donnée à l'échelle du capteur, hein, avec le edge computing et toutes les technologies embarquées dont on vient de parler, hein, l'électronique, les logiciels, les technologies télécom, la 5G, quand elle arrive jusque dans les campagnes, plutôt à proximité des villes, on va dire, dans un premier temps. La surveillance, le guidage en toute sécurité grâce à nos systèmes de GPS RTK, et puis un certain nombre de caméras de plus en plus munies de tout un ensemble de technologies ici à base d'infrarouge et de caméras à temps de vol. On voit qu'on intègre un petit peu comme on peut le voir dans l'automobile, tout un ensemble de technologies embarquées à base de lidar, à base de caméras, d'ultrasons, de capteurs, voilà, et de radars. Donc tout ça, ça permet une automatisation, une robotisation de ces machines. Donc on voit qu'ici, on a des machines qui vont pouvoir, par exemple, cueillir des pommes, hein, la société Abundant Robotics, et puis la société Tevel iRobotics qui également peut aller même chercher des fruits dans les parties plus élevées des arbres grâce à des drones. Voilà, pour vous montrer quelques exemples. Et puis ici, des systèmes de récolte de fraises aussi qui peuvent être également robotisés, pour lesquels on peut avoir des difficultés pour trouver de la main-d'œuvre. Voilà encore pour d'autres exemples qui sont plutôt directement sur les machines, là où on a intégré des éléments d'électrification. La société Monarch qui s'est attaquée à la combinaison entre l'électrification, l'automatisation, l'apprentissage automatique et l'analyse des données. On le voit bien, c'est vraiment les technologies les plus récentes qui ont intégré tous ces aspects. On voit que donc ces grands groupes s'intéressent à ces startups de façon à intégrer au mieux la conduite autonome et à intégrer cette agriculture de précision. On voit ici le modèle qui peut être amené. On voit que d'un côté, vous avez tous ces progrès qui sont réalisés directement sur des tracteurs, et puis de l'autre côté, vous avez une montée en puissance de la robotique. Ici, vous avez un exemple du robot Axide, qui est un robot hybride thermique et électrique, et qui permet déjà de faire un certain nombre de travaux pour la grande culture. Alors maintenant, peut-être des tendances un peu plus récentes dans l'agriculture, notamment cette notion d'agriculture régénérative, dont on parle beaucoup quand on l'associe aux géants de l'agroalimentaire. Alors pourquoi ces géants de l'agroalimentaire s'intéressent à ce qu'ils appellent l'agriculture régénérative? On va revenir sur la définition. Donc déjà, c'est pour réduire le bilan carbone de leur approvisionnement agricole, qui pèse généralement autour de 70% de leurs émissions. C'est quand même énorme. Si vous regardez sur la petite présentation à droite, vous voyez que les deux grands groupes comme Lactalis et Danone ont chacun 47% des émissions de gaz à effet de serre et 56% pour Danone. Vous voyez que c'est quand même pas négligeable. Pour vous donner rien que ces deux sociétés, leurs émissions représentent plus d'un tiers de celles de la France, pour vous donner une idée, hein, pour le méthane, hein, je parle. Donc, vous voyez que c'est des objectifs très importants sur lesquels ces grands groupes travaillent, et notamment pour répondre aux engagements de ce qu'on appelle la SCOP 3. La SCOP 3, c'est le troisième niveau du protocole qui a été mis en
en route ce qu'on appelle le GHG protocole. Et la partie 3, en fait, correspond à des émissions indirectes, telles que l'extraction de matériaux achetés par l'entreprise pour la réalisation de produits, ou enfin, tout ce qui peut être amont et qui jusqu'à présent n'avait pas été forcément pris en compte. Donc, il s'agit pour eux de réduire stricto sensu les émissions ou de compenser via du stockage de carbone dans le sol ou du déploiement de pratiques pour améliorer ce stockage. Voilà, et tout en maintenant évidemment des rendements qui restent évidemment au cœur de leur projet. Donc, le constat de cette agriculture intensive qui finalement se rend bien compte que les terres ont été fatiguées et que le dérèglement climatique impose vraiment de repenser la résilience des systèmes. Bon, ça plaide vraiment en faveur de l'évolution de ces pratiques. Et donc, ça revient à être un moyen alternatif, voilà, euh, de repenser ces stratégies. Bon, après, ces stratégies restent des stratégies que j'ai qualifiées de discrétionnaires parce que forcément, elles n'ont pas forcément une définition légale ou une définition réglementaire. Donc, c'est un petit peu, voilà, c'est un petit peu chaque groupe qui va mettre en œuvre ses propres objectifs et essayer de s'y tenir, mais disons qu'il n'y a rien d'obligatoire dans ces démarches. Donc, c'est un concept qui est assez important puisque ça rejoint un petit peu les objectifs gouvernementaux qui sont de. Alors, j'ai essayé de relever un certain nombre de préceptes incontournables: maintenir le couvert végétal des sols, semer des cultures sur une parcelle entre deux rotations pour permettre d'éviter d'avoir un sol à nu, avoir une plus grande diversité de cultures, essayer d'avoir des légumineuses pour pouvoir fixer de l'azote dans le sol, les exigences de moindre travail du sol, parce qu'on s'est aperçu effectivement que de retourner les sols, ça pouvait être contre-productif dans un certain nombre de cas. Voilà, donc l'ensemble de ces pratiques vise à améliorer tout ce qui est stockage du carbone et de l'azote dans le sol, si on se résume. Bon, après, c'est vrai qu'il est très important dans ces cas-là de savoir d'où on part. C'est-à-dire que chaque société qui va travailler sur des chartes pour pouvoir s'engager sur un certain nombre d'objectifs va devoir mesurer au départ d'où elle part pour pouvoir mesurer les progrès. Et le fait de passer par ces nouvelles agricultures, ça nécessite un certain nombre d'années d'essai, donc il faut se donner du temps pour pouvoir faire un travail de qualité. Donc c'est un concept émergent en Europe qui permet vraiment la régénération des sols, de préserver au mieux l'eau, de façon à retenir l'eau dans les sols. Donc, mais par contre, évidemment, comme je disais, c'est un concept un peu mal défini et qui avance parfois un peu sur des promesses qui font pas toujours consensus, notamment tout ce qui est autour de l'agriculture zéro carbone. Voilà, c'est quand même des sujets encore un peu à discussion. Voilà, donc ça c'est pour planter un petit peu le décor, parce qu'il y a beaucoup de pratiques notamment chez les gros de l'agroalimentaire qui vont travailler. Ils ont de plus en plus de terres agricoles et donc ils doivent travailler sur cette agriculture régénérative. Maintenant, si on passe à des pratiques un petit peu plus éparses, on va dire, mais qui font appel à peu près à des choses analogues un petit peu. Donc là, on a des exemples de la société Neopharm qui a mis en place une culture sous serre agroécologique, on va dire. Donc c'est pareil, on est sur à peu près les mêmes préceptes. Là, ce qui est intéressant, c'est que c'est des systèmes qui font appel à des solutions robotiques et cobotiques. Donc là, pour vous montrer un exemple, on a ici un maraîcher qui utilise donc un outil de repiquage, mais on peut changer toutes les différents. On peut changer les outils, hein. On peut utiliser selon les tâches des RC-tri pour le désherbage, des rouleaux plombeurs pour préparer préparer le sol, pour aplanir le sol, ou des repiqueuses ou des semeuses comme on voit dans les planches en bas à droite. Donc là, l'avantage, c'est que ici, on évolue
en hauteur et non au sol. Et on a une limitation notamment du tassement du sol. Et donc, le robot peut faire gagner du temps aussi au maraîcher, le soulager physiquement. Et voilà, donc ça me paraissait intéressant de le présenter. Alors, autre tendance, surtout asiatique et un petit peu américaine aussi, parce que bon, la plupart des exploitations de l'agriculture verticale essentiellement au Japon, à Taïwan et en Chine, puisqu'on en dénombre à peu près 400, dont la moitié au Japon et un autre quart à Taïwan, et puis une montée en puissance en Chine. Donc, pour vous situer, et puis on a plutôt des retours plutôt favorables avec des bonnes performances agronomiques, économiques et commerciales, et un véritable intérêt des opérateurs de la distribution alimentaire. Mais il y a des signaux quand même contradictoires, puisqu'il y a quand même eu des projets qui se sont soldés par des faillites. Aux États-Unis, il y a déjà eu une première ferme, voilà, une ferme verticale aquaponique pour qui avait un label bio d'ailleurs pour ces produits. En Europe, c'est pareil, il y a une société qui avait quand même, qui s'était soldée aussi par une faillite. Bon, voilà, il y a des exemples qui fonctionnent bien et il y en a d'autres qui marchent moins bien. Donc voilà, c'est un modèle à consolider. Ici, je vous présente un concept assez récent français, hein, qui est vraiment intéressant. Donc il s'agit de géoponie rotative. Alors la géoponie, c'est en fait le fait de travailler non pas sur des... on travaille sur un véritable sol, hein. Donc là, on réussit à produire localement, sans pesticides, toute l'année, des légumes et des fruits aux qualités sanitaires, nutritives et gustatives qui sont vraiment intéressantes et qui peuvent être récoltés à maturité, et qui, du coup, ont une consommation d'eau avec ce système rotatif qui est très, très limité. On a réussi à réduire la consommation d'eau de façon très importante. On a une solution, une grande partie qui est automatisée et robotisée. Je vous renverrai vers la vidéo qui présente vraiment le procédé de façon un peu générique, puisque là, ils vont passer. Là, on a des exemples qui sont sur la ferme R&D, mais ils sont passés à l'échelle industrielle. Donc là, on fonctionne comme je disais, sur des bacs garnis de terreau et qui sont alimentés en eau par gravité. Voilà, donc vous voyez que on va vers l'agriculture, une agriculture du futur, voilà, qui est à la fois entre de l'agriculture 4.0, comme on pourrait dire, donc une agriculture qui prend en compte la révolution numérique et la ferme intelligente, et qui travaille à base d'éléments de décision par des retours, par des capteurs, des drones, des images satellitaires et toutes les données de l'environnement, hein, et à la fois en parallèle l'automatisation et la robotisation, voilà, qui montent en puissance. Tout un ensemble d'innovations techniques qui permettent de réduire les quantités de pesticides de façon générale, et qui permettent de stimuler aussi les plantes. Notamment, il y a eu des travaux sur les UV qui permettaient de stimuler les défenses naturelles, notamment de la vigne. D'autres technologies intéressantes qui permettent à la fois de créer de l'énergie et de valoriser malgré tout les terres. Donc de combiner de l'agriculture et de la production d'énergie solaire ou de la méthanisation. Des usages aussi connexes où il s'agit de recycler les matériaux agricoles ou les déchets de l'industrie agroalimentaire. On voit que là aussi, on a la possibilité de faire de la valorisation plus énergétique, mais qui permettent d'améliorer aussi les retours sur investissement de l'agriculture et donc des produits agricoles. Et enfin, pour faire la transition vers l'innovation alimentaire, on a toute une alternative à la consommation de viande qui répondent aussi à tous les nouveaux besoins nutritionnels qui vont utiliser moins d'énergie et d'eau dans leur production, à savoir
les microalgues, les farines d'insectes, enfin voilà, tout un ensemble de produits qui vont être soit consommés par les animaux d'élevage ou dans certains cas aussi dans des applications humaines. Donc on arrive à tous ces produits plutôt pour l'agroalimentaire. Donc vous voyez que on a un certain nombre de souhaits de l'industrie agroalimentaire et des consommateurs à mettre un petit peu en balance. Donc pour l'industrie agroalimentaire, il s'agit d'essayer d'avoir moins de manipulations, parce que on sait que c'est par les manipulations qu'il y a de la contamination, avec moins de ressources, parce qu'il s'agit d'améliorer les retours sur investissement des différents procédés, d'avoir des labels qui montrent qu'on avance aussi en matière de transition écologique, moins de traitement, moins d'impact sur les nutriments, et évidemment sans pathogènes. Donc ça veut dire que si on change de technologie, il faut jamais perdre de vue qu'il faut toujours euh, penser à fonctionner avec des technos qui permettent d'éviter d'avoir des pathogènes. Les souhaits des consommateurs sont évidemment la praticité, le respect de l'environnement, la fraîcheur, le naturel, le bénéfique pour la santé et évidemment toujours la sécurité alimentaire. Donc on voit que il faut faire vraiment une balance entre les deux. Alors jusqu'à présent, on connaissait beaucoup tout ce qui était autour de la notion de barème de traitement par la température, donc plutôt des technologies autour des traitements thermiques qui continuent à, à évoluer avec tout un tas de technos comme la thermosonication, le chauffage ohmique, le chauffage micro-ondes, où on voit qu'il y a tout un ensemble de technologies qui continuent à fonctionner sur ces couples temps-température, qui permettent donc de réduire notamment les pathogènes dans les aliments, hein. Et il y a tout un ensemble d'autres technologies dites non thermiques qui permettent de se débarrasser des mêmes pathogènes, mais donc sans travailler sur la température, à base d'ultrasons, à base de flux électriques pulsés, à base de haute température, ou même à base dans certains cas, de plasma froid. Donc, vous voyez qu'il y a tout un ensemble de nouvelles technologies qui permettent de travailler les produits, par exemple, à basse température, mais à haute pression. Donc, on voit qu'en travaillant sur d'autres paramètres que simplement la température, on arrive à respecter un peu mieux le produit et du coup à rentrer dans le cahier des charges précédemment cité. Donc, on va améliorer les aspects de couleur, les aspects organoleptiques, comme on dit, c'est-à-dire tout ce qui est autour des arômes, des saveurs et des textures. Donc, on va avoir donc une meilleure acceptation par rapport à des technos voilà, où on pouvait risquer de matraquer un petit peu plus le produit et perdre un certain nombre de produits comme les vitamines, comme voilà, des produits qui étaient intéressants à conserver. Donc voilà pour vous donner quelques exemples. Donc le traitement haute pression qui est utilisé pour les produits alimentaires et qui a émergé déjà depuis 10-15 ans, hein, mais voilà, c'est des technos auxquels on ne pense pas forcément, mais qui continuent d'évoluer et qui continuent d'avoir un grand intérêt, notamment. Ce qui est très important, c'est de tenir compte de, de tout un tas de paramètres, les taux de protéines, de matières grasses, de sel, de sucre, de pH, d'activité de l'eau. Tous ces éléments sont très importants et pour le traitement à la haute pression. Donc, on va l'utiliser en raison des capacités de conservation des nutriments et du souhait de conserver, donc, comme je vous ai dit, des profils sensoriels intéressants pour le consommateur. On a des coûts opérationnels et une réfrigération post-traitement qui doivent être aussi pris en compte. Mais c'est vraiment des technologies qui respectent mieux les produits et qui permettent à un coût acceptable voilà, d'avoir des traitements intéressants. Quelques exemples
Ici, aussi avec des traitements par champ électrique pulsé. Là, il s'agit d'une méthode également non thermique qui utilise principalement l'inactivation des microbes. Donc, pour préserver les aliments, on va utiliser des brèves impulsions de champ électrique élevées, hein, et qui vont durer quelques microsecondes et de l'ordre avec des intensités de 10 à 80 kV par centimètre. Voilà, donc ça permet le traitement à des hauts degrés de dégradation des micro-organismes. Et bon, il y a un certain nombre de limites. Il y a quelques produits pour lesquels c'est peut-être un petit peu moins adapté, mais c'est quand même une technologie intéressante. Pour vous montrer des exemples, ici, des applications sur du poisson frais, congelé, séché, saumuré ou mariné, qui peuvent être soumis à ces champs électriques. Donc l'idée, c'est que le traitement par champ électrique pulsé, vous voyez comment ça agit, ça va travailler directement sur la cellule. On peut avoir un séchage des produits alimentaires qui est accéléré aussi par ces technologies, ce qui réduit aussi les temps de traitement et de consommation d'énergie. Par exemple, sur les fruits, les légumes, les pommes de terre ou la viande qui peuvent être préparés par ces méthodes. Voilà, c'est juste des aperçus de quelques technos qui nous paraissent pertinentes à faire un petit peu sortir du lot. Également la lumière pulsée, hein, c'est la même idée, sauf que là, ici, on a aussi une solution de décontamination instantanée qui est vraiment adaptée, par exemple, à des grandes cadences de production. Sur des bon, il n'y a pas de chimie, hein, ça permet aux usines d'être vraiment dans une démarche écologique aussi. Bon, par contre, même si ça permet d'assurer la salubrité d'un aliment, c'est un procédé qui a peut-être moins d'intérêt pour tout ce qui est décontamination. Sur certains autres produits, quand on a besoin de décontaminer à l'intérieur d'un produit ou quand un produit est trop épais, quand l'épaisseur pour pénétrer un produit avec ces technologies est plus grande, c'est un petit peu moins adapté, mais disons que c'est une technologie également très intéressante, notamment pour le pain, les produits de cuisson céréaliers, les produits de la mer. Voilà. Après, il y a tout un ensemble de technologies de l'industrie 4.0 qui sont au service de toutes ces tendances. Donc, on a des aliments qui sont issus de production émergente à base d'insectes, à base d'algues, même à base de méduses. Voilà, ça paraît un peu étonnant, mais l'idée, c'est de se focaliser un petit peu sur chacune. Donc, à travers le besoin de travailler sur la consommation de protéines alternatives à la viande, on voit qu'il y a un certain nombre de possibilités à travers la consommation plus de protéines végétales, à travers des légumineuses, à travers des algues, à travers la fermentation de produits qui permettent d'obtenir des aliments très intéressants. C'est assez développé au Japon. L'agriculture cellulaire, c'est-à-dire de la viande cellulaire, de la consommation à base d'insectes également. Je vais assez vite, donc je vous renverrai vers un certain nombre de sociétés qui ont été développées dans ces différents segments autour du végétal, la fermentation des algues, des insectes. Ici, pour tout ce qui est produit à partir de produits végétaux, des exemples. Ici, la société Microfit, qui est dans le domaine des microalgues, qui va fabriquer notamment des ingrédients naturels pour la nutrition, à base notamment des antioxydants naturels. Donc ça, c'est assez classique, on va dire. D'autres sociétés qui vont permettre de produire des blancs de poulet à base d'éléments végétaux, d'ingrédients de protéines végétales. Vous voyez, c'est le cas pour la société Umiami. D'autres exemples avec la société Bioprox, qui est plus dans l'alimentaire et les biotechnologies pour fabriquer des ferments lactiques lyophilisés. Autres exemples où ils vont fabriquer
aussi des alternatives aux pesticides dans l'agriculture et aux antibiotiques dans les élevages. Donc c'est quand même assez intéressant. Pour tout ce qui est, on parlait de fermentation, ici une PME qui transforme des coproduits végétaux en poudre fermentée riche en nutriments, voilà, qui peut être valorisée également. Voilà, l'exemple qui est assez important au sein de la société Insect qui a développé un certain nombre d'applications à partir d'insectes, donc la fabrication notamment de protéines, d'huile, la valorisation des cuticules d'insectes, notamment le produit qui s'appelle le chitosan, et des produits qui sont valorisés aussi pour fabriquer des engrais. Donc vous voyez qu'il y a énormément d'applications. C'est extrêmement intéressant pour valoriser des déchets de l'agroalimentaire, mais on voit qu'il y a énormément d'applications à partir de ces insectes. Et vous voyez que ça met en œuvre toujours les mêmes technologies numériques, robotiques, d'intelligence artificielle, parce que voilà, il y a tout un ensemble d'applications qui visent à surveiller euh, tous les paramètres qu'il faut mesurer à l'intérieur d'une usine. Et vous vous doutez bien que c'est assez hermétique. Et voilà, il ne s'agit pas de laisser partir toutes ces bestioles. La viande cellulaire, donc là, on a la possibilité à terme de fabriquer ce qui serait une viande à base de culture cellulaire. Donc là, ça présente. Ici, vous avez une société française, Vitalmeat, voilà, qui est sur ce créneau et qui vise à développer des cellules de viande, cellules de poulet. Donc c'est une viande qui nécessite, la viande cultivée ne nécessite que quelques animaux pour produire une grande quantité de viande par prolifération cellulaire. Voilà, c'est un processus de production en laboratoire qui est assez rapide par rapport au processus naturel. C'est une viande qui offre des avantages assez prometteurs en termes de durabilité. Par contre, bon, ça utilise voilà, le sang de veau morts. C'est une question sociétale qui est assez controversée par un certain nombre de religions notamment. De plus, l'utilisation de ce sérum est assez coûteux et augmente le coût de production de la viande. Donc, bon, il est vraiment nécessaire de comprendre tous les aspects liés à la sécurité, à l'optimisation de cette culture cellulaire et à l'amélioration de la qualité de la viande qui en est, qui en est produite. Alors, d'autres technologies que je dirais pour l'instant un peu plus accessoires, même si elles permettent un certain nombre d'applications quand même, notamment, je parle de l'impression 3D bon, que l'on connaît par ailleurs dans les métiers de la mécanique, mais qui ont un certain nombre d'applications qui ont été dérivées vers l'agroalimentaire, notamment on le trouve dans le chocolat, dans la pâte à biscuits, dans les pizzas, dans les purées de pommes de terre, les hydrocolloïdes. Voilà, il y a un certain nombre d'applications, mais pour l'instant, voilà, ça a un impact relativement limité, je dirais. C'est plus pour faire des formes un peu originales, comme on peut voir ici. Là, c'est voilà, une imprimante jet d'encre qui peut être utilisée, par exemple, pour faire des formes à base de chocolat, à base de sucre. Vous voyez qu'on obtient l'image en bas à gauche, on obtient des formes effectivement que l'on pourrait peut-être pas obtenir autrement, mais voilà, c'est donc pour quelques applications, il y a un certain intérêt, on va dire. Après, ça s'est adapté à un certain nombre il faut que le produit qui entre dans ces imprimantes ait des propriétés, notamment rhéologiques, assez particulières. Donc, on ne peut pas l'appliquer systématiquement pour tout type de recette. Voilà, je passe assez rapidement. La robotique dans l'agroalimentaire, c'est vraiment quelque chose de transversal. On voit qu'il y a des applications un peu dans tous les domaines de l'agroalimentaire. Bon, ça gagne vraiment ce domaine, que ce soit dans le domaine logistique, dans le contrôle qualité,
dans tout ce qui est pré-processing, tout ce qui est découpe, pick and place, qualité, contrôle qualité. Voilà, il y a tout un ensemble d'applications. J'en passe en revue ici. C'est des applications très intéressantes, notamment dans des abattoirs ou dans tout ce qui est technologie de la viande. Hein, c'est tout ce qui est port de charge, toutes les opérations pénibles dans ces industries sont monnaie courante et voilà, l'intérêt de la robotique est important. Et puis en plus, on peut éventuellement gagner aussi en productivité et en ergonomie de travail. Dans le domaine des plats cuisinés, on retrouve d'autres intérêts aussi, parce on peut vraiment s'adapter à tout un tas de typologies de recettes avec des changements rapides en cours de production qui sont intéressants à exploiter dans le domaine des plats cuisinés. Autre exemple sur des exosquelettes qui sont utilisés dans l'agroalimentaire, hein, notamment, on voit qu'il y a un certain nombre d'applications, notamment de cobots pour je pense au Kobo Exocarne pour le désossage qui a été travaillé avec le centre de l'ADIV, spécialisé sur la viande. Et puis un ensemble de cobots sur des activités plus traditionnelles qu'on retrouve dans d'autres industries, le robot RB3D qui aide pour les ports de bac et le Kobo Scott aussi qui permet un maintien de la viande pendant la découpe. On voit qu'il y a tout un ensemble d'applications qui arrivent dans ce secteur agroalimentaire. Voilà, je crois que j'ai fait un tour très rapide, je m'en excuse. Je voulais laisser quand même place aux questions. Bon, sachant que, évidemment, ces innovations qui sont proposées aux consommateurs ou qui sont en cours de développement s'inscrivent vraiment dans une dynamique plus large de personnalisation de l'alimentation, hein, donc à entendre comme une meilleure adaptation de l'alimentation aux caractéristiques et aux besoins d'un individu donné, hein. Donc ça veut dire, ça pourra être jusqu'à prendre en compte l'état de santé, le régime, les aspirations éthiques, etc., hein. Et donc en lien avec l'évolution des modes de vie, des contraintes sociales ou encore de la numérisation, de la diffusion de toutes ces innovations, on va peu à peu se généraliser en fait voilà, la recherche pour chaque individu d'un espèce un peu une alimentation qui serait un peu plus sur mesure, voilà, pour s'adapter à chaque individu. Donc la production alimentaire devrait aussi plus se rationaliser et notamment plus s'automatiser dans les industries en tout cas, ce qui va permettre de réaliser aussi des gains d'efficacité et permettre, je crois, à travers un certain nombre de nouvelles technologies basse température, des aliments à la fois sains, durables, hein, et sécures. Très bien, merci beaucoup Gaël pour ce tour d'horizon très très complet, avec quand même beaucoup d'innovations un peu dans tous les domaines, avec des choses assez surprenantes, hein. Moi j'ai Oui. des trucs là qui sont quand même, alors, j'ai envie de dire presque pour le meilleur ou pour le pire, mais il y a quand même des Oui, c'est choses, ça. quand même des choses vraiment très surprenantes. On va donc laisser place aux questions. Est-ce que vous avez des questions? J'ai pas vu de questions moi dans le fil de conversation. Est-ce que les participants ont des questions ou pas? Voilà, n'hésitez pas à vous lancer. Pour chauffer un petit peu, moi j'avais quand même des questions ou des réflexions. J'ai noté, alors je sais plus si c'est Aquaponie ou quelque chose Pony là sur la culture hors sol. Je suis assez impressionné sur ces cultures des fruits et légumes un peu hors sol avec ces espèces de sphères qu'on a vues là, sphères Oui, rotatives là. oui. Tu disais tout à l'heure que le taux de résultat était quasi équivalent en termes de qualité de, ouais, ça, ouais, géoponie, ouais, géoponie rotative. Ouais. Je suis quand même très surpris que, enfin, on dit en agronomie, on dit quand même que c'est le sol qui détermine quand même la qualité d'un
fruit ou d'un légume. Là, on est quand même sur de la culture hors sol. Alors, on n'est pas tout à fait hors sol. Hein. Excuse-moi de te couper. On n'est pas tout à fait hors sol. C'est-à-dire, on est hors sol au sens où on n'est pas évidemment sur une terre agricole. Ouais. Mais je ne sais pas si vous voyez, quand vous regardez chaque cylindre, vous avez des éléments sur la partie extérieure de l'enveloppe de ce cylindre. Vous voyez qu'il y a des petits éléments qui sont accrochés les uns aux autres. Et ça correspond à des bacs qui sont garnis de terreau. Et qui sont donc là, on n'est pas sur justement de l'hydroponie ou sur d'autres types d'agriculture verticale. Ici, on est resté sur justement, il y a un effort qui est fait et qui est d'ailleurs automatisé. Hein, c'est quelque chose qui est automatisé. Vous regarderez, c'est assez intéressant. La vidéo que j'ai mis en lien là, hein, on voit vraiment, ils ont réussi à faire toute la manute et l'automatisation du remplissage de ces bacs. Ce qui fait qu'il y a un changement de ces bacs avec des changements du terreau qui est mis. Et après, vous avez un système qui donc va faire la distribution de l'eau qui va être un petit peu qui va tomber au fur et à mesure que le système tourne. Donc c'est assez ingénieux, je trouve, comme système. Et c'est voilà. Et pour le coup, c'est une industrie où il y a pas mal d'éléments mécaniciens, hein, pour le coup, parce que là vous avez toute la partie robotisation, mais il faut savoir que les éléments de ce que l'on voit sont eux-mêmes traités par d'autres robots, et puis toute la manutention des éléments qui vont sur le système sont également traités comme tels. Enfin, c'est vraiment impressionnant, hein, de voir le détail du procédé. Hein. Philippe, vous aviez une réaction ? Oui, Philippe. Vous avez le support, vous dites que c'est du terreau. Comment on amène les nutriments dans le terreau? Parce que bon, dans un sol normal, la plante elle va chercher les nutriments en profondeur. Donc comment sont amenés les nutriments, azote, potasse et phosphore pour faire pousser la plante dans ce cylindre, même s'il y a du terreau? Alors, j'ai pas creusé à ce point, mais disons que je suppose que l'eau est enrichie avec un certain nombre d'éléments, oui. On se rapproche de ce qu'on appelle un peu les liquides de Knopp, hein, qui sont à base de potassium, d'azote, de phosphore, voilà. Donc, tout ce qu'on trouve dans le sol. Les oligo-éléments, voilà, c'est ça. Voilà, c'est ça. Nécessaires au développement de la plante. Voilà, tout à fait. C'était un peu le sens de ma question, c'est ça qui m'a impressionné, quoi. C'est-à-dire sur un système comme ça, imaginer qu'on puisse avoir les mêmes qualités nutritives que ce qu'on peut avoir dans un sol, je trouve ça très surprenant. Alors après, je ne sais pas, hein, si c'est vraiment justement enrichi comme ça dans l'eau, dans ce procédé-là. Il faudrait quand même vérifier. Si. Moi, je ne vois pas l'intérêt de mettre du terreau, si vous voulez, si on amène les oligo-éléments et les matières azote, phosphore et potasse, on pourrait faire avec une matière, par exemple, synthétique, parce que ça existe déjà pour la culture de tomates sous serre. Hein. On a des matières, je crois que c'est même de la laine de roche. Les pieds de tomates sont plantés dans la laine de roche, et dans cette laine de roche, on introduit tous les oligo-éléments et matières essentielles, azote, phosphore et potasse. Et justement, moi, il faudra vérifier, mais je serais tenté de dire, c'est plutôt dans le terreau est déjà normalement, comme une terre classique, déjà elle-même enrichie, c'est-à-dire que après, d'accord. Je pourrais vous répondre a posteriori. Je voudrais quand même. Non, mais je trouve extraordinaire quand même. Oui, c'est très impressionnant. C'est vrai que c'est très impressionnant. Oui. La vidéo est. Vous aurez bien sûr le support. Est-ce qu'on peut déclencher la vidéo directement sur le support, Gaël, ou tu pourras dans ce cas sinon nous l'envoyer pour qu'on fasse suivre aux participants? Oui, pas de souci. D'accord. Très bien. Est-ce qu'il y avait d'autres remarques ou d'autres questions? Pour la production, on parlait d'analyse de sol avec des systèmes électroniques.
comment on peut analyser un sol en profondeur avec un système sans faire un profil cultural ou un prélèvement de terre pour savoir quelle est la teneur de matière organique dans son sol, quels sont tous les oligo-éléments. On en revient à ce qu'on disait tout à l'heure, tout de quoi est composé le sol sans faire un trou dans le sol, un profil cultural et voir comment justement est son sol. Et moi, je voudrais comprendre comment on fait aujourd'hui par ces systèmes électroniques pour faire des analyses de sol. Ouais, alors je pense que ça reste encore assez récent, puisque c'est les startups qui en ce moment travaillent sur la question. Ici, il s'agissait d'une société qui s'appelle Earth Optics qui développe des capteurs qui analysent. Alors ils disent qu'ils analysent la santé du sol. Donc ça, ils doivent pouvoir avec une photo, avec un capteur. Voilà, ils doivent pouvoir, en surface en tout cas, ils doivent pouvoir avoir des éléments. Ça, on sait déjà le faire en surface. Ce qui est plus, la question se pose plus pour les éléments en profondeur. La texture du sol. Voilà. Donc, et là, apparemment, ils arrivent à travailler sur la composition du sol. Ils arrivent à connaître la composition du sol. Alors après, il faudra regarder dans le détail comment ils font. Mais je regarde s'il y a des réponses directement. Mais voilà, il faudra que faut que je vous réponde un peu plus dans le détail a posteriori. Mais comment s'appelle la société Earth Optics? EARTH Optics. Earth Optics. Earth Optics. Okay. Donc en tout cas, c'est un capteur qui permet de connaître la composition du sol. Intéressant. Ouais. Et de même que ce qui est un peu plus récent, c'est pour ça que je l'ai présenté, c'est tout ce qui permet d'anticiper la détection de ravageurs, ce qui est quand même pas si simple. Et donc, vous avez un certain nombre de startups aussi. J'en ai vu en Italie au salon italien des machines agricoles. Et il y en a également en France qui travaillent sur ces sujets. Donc l'idée, c'est d'avoir une détection évidemment le plus tôt possible. Je suis plus convaincu pour détecter des ravageurs. Oui. Ça m'échappe un peu de pouvoir connaître la structure et la texture d'un sol avec une photo, avec un capteur en surface. En fait, mais des ravageurs, effectivement, on peut détecter les limaces au semis. Le problème quand on sème une culture, on a des ravageurs tels que les limaces ou le topin qui peuvent dévorer les semences. Là, effectivement, un détectage de tous les ravageurs, ça semble plus plausible. Enfin, j'y crois. Pour les sols, on avait des moyens à base de technologies de télédétection, soit par drone ou soit par satellite. On avait déjà des informations relativement précises sur les sols. On avait des idées aussi sur l'azote. On avait des idées sur des paramètres qui permettent d'estimer la biomasse. Ouais. Et là, ça va encore plus loin. Ça va jusqu'à connaître la composition du sol, semble-t-il. Impressionnant. Donc, connaître la teneur en matière organique d'un sol, tout ça, on pourrait le faire. Voilà, en tout cas, on commence à avoir des éléments qui permettent de l'avoir, oui, tout à fait. Parce que... ouais, non, je regarde là rapidement, mais il n'y a pas trop de détails. Bon, je vous ferai une réponse. On nous fait suivre et puis on transmettra à tout le monde. Ouais. Est-ce qu'il y a une dernière question? Je vois qu'il est bientôt midi, on avait dit qu'on s'arrêtait à midi. Est-ce qu'il y a d'autres réactions sur ce que nous a présenté Gaël ce matin? Non, moi j'avais encore une petite question qui m'a interpellé sur les insectes. Oui. Moi j'avais en tête, mais peut-être que l'Union européenne a changé, mais j'avais en tête que l'Union européenne interdisait sur son sol la
la production ou la consommation d'insectes transformés, donc en protéines, on va dire, et que jusqu'ici, enfin, c'est ce que j'avais en tête, les insectes ne pouvaient être consommés qu'en format un peu apéro. On pouvait manger des criquets à l'apéro, oui, mais on ne oui. pouvait pas manger des criquets en protéines dans des pâtes transformées, par exemple. J'avais ça en tête, mais peut-être que ça a changé. Hein. Non, mais effectivement, enfin, toute la partie réglementation dans ces cadres-là sont assez, sont assez importants et évidemment, ça prend un peu de temps. Mais il y a un certain nombre d'insectes qui sont voilà, bien partis pour être qualifiés dans un certain nombre de pays, en tout cas. Hein, mais dans un premier temps, on va dire il y a des applications plus pour l'élevage, on va dire. Hein. Ouais, ça, Mais on voit que les possibilités sont extrêmement importantes de valorisation des produits issus des insectes. Hein. C'est assez bluffant hein, quand on voit toutes les applications qui en ressortent. Et surtout, ça permet de valoriser une quantité non négligeable de déchets de l'agroalimentaire. Hein. Donc on a un système, voilà, une économie circulaire pour le coup qui est vraiment valorisée par ces insectes. J'ai une question concernant les insectes, mais au niveau de la production de culture. Allô? Oui, je vous écoute. J'ai vu une photo qui m'a interpellé. Bon, on parle d'insectes pour nourrir l'humanité, mais j'ai vu une photo qui m'a interpellé. J'ai vu une coccinelle qui dévorait des pucerons. Ah oui, alors non, ça c'est autre chose. C'est plutôt une application, ce qu'on appelle de la lutte intégrée. Oui, parce que voilà, c'est ma question. Donc là, on protège, on peut nourrir l'humanité avec des insectes, mais les insectes peuvent aussi protéger les cultures. Voilà, c'est ça. On produit des insectes pour protéger les cultures, pour éviter de faire un traitement insecticide. On produit des coccinelles, on élève des coccinelles qui ferait le travail d'un insecticide, c'est-à-dire dévorer des pucerons. Est-ce que ça fonctionne ça? Ah oui, ça fonctionne. Hein. Enfin, ça fonctionne notamment. Au Brésil, ça s'est expérimenté il y a une vingtaine ou une trentaine d'années déjà. Mais en France, on a déjà des. Oui. Ça c'est un peu le cas. C'est le cas qu'on présente souvent parce que c'est effectivement opérationnel. Ça fonctionne. Là, en fait, c'est la coccinelle qui consomme les pucerons. Donc là, vous avez un moyen de lutte intégrée contre les pucerons. D'accord. La coccinelle est. J'ai même connu un collègue qui a travaillé là-dessus, hein, sur l'utilisation de ces coccinelles pour la lutte intégrée. Donc il y a tout un ensemble il y a beaucoup de produits dits de biocontrôle hein, qui sont fabriqués, soit qui vont stimuler les défenses des plantes pour pouvoir mieux résister à la sécheresse, pour pouvoir mieux résister, éviter d'utiliser certains produits insecticides ou autres, ou alors aussi appliquer des UV pour stimuler leur défense vis-à-vis de maladies. Ça, c'est des techniques qui sont efficaces, notamment contre le mildiou de la vigne. C'est des exemples. Voilà, donc ça c'est déjà mis en place même en viticulture française, hein, sur un certain nombre d'exploitations en Bourgogne, dans le Bordelais. Enfin voilà, j'ai eu des exemples précis qui m'ont été présentés là. Ok, très bien. Merci. Eh bien, merci beaucoup Gaël pour ce panorama très complet sur cette thématique agriculture et agroalimentaire du futur. Merci à tous de votre participation également. Merci à vous. Merci et donc, nous vous enverrons dans la foulée là, les supports PowerPoint hein, de cette présentation de ce matin et puis également à disposition dans les jours qui viennent sur les réseaux le webinaire en replay sur tout ce que nous avons, sur tous les sujets qu'on a évoqués ce matin. Voilà. Merci à tous
et bon appétit pour ceux qui vont déjeuner. Voilà. Bonne journée. Bonne journée à Merci. tous. Au revoir. Merci. Au revoir.